Bonjour à tous. Donc, Viet Long Duong, CETIM, Centre technique des industries mécaniques. Je vais vous parler d'économie circulaire et décarbonée et notamment ces aspects-là dans l'industrie. Donc, la différence entre économie circulaire et économie linéaire. Donc l'économie linéaire, on part du principe, c'est très perturbant effectivement, merci, qu'il y a des ressources infinies et les déchets ne posent pas de problème particulier, alors qu'on se rend compte finalement qu'il y a des problématiques d'épuisement des ressources. Alors vous avez un indicateur qui s'appelle l'empreinte écologique, avec une unité qui s'appelle la planète Terre, et donc en fait avec l'utilisation actuelle des ressources, il nous faudrait 1,75 planètes pour subvenir aux besoins en termes de ressources. Donc ça veut dire que, comme on n'a qu'une seule Terre, on a un épuisement des ressources qui se fait. Et donc on voit avec cet indicateur que, par exemple, en 2022, à partir du mois de fin juillet, début août, on a consommé l'ensemble des ressources qui sont disponibles par année au niveau de la Terre. Donc ça veut dire qu'on va créer un épuisement des ressources. Donc l'économie linéaire n'est plus possible et donc on va travailler sur le concept d'économie circulaire dont l'objectif va être d'optimiser l'utilisation des ressources, de réduire l'utilisation des ressources naturelles en concevant dès le départ des matériaux qui vont moins consommer de ressources, des matériaux ou des produits qui vont moins consommer d'énergie ou de ressources en phase d'utilisation. Et en fin de vie, on va pouvoir recycler, réutiliser les matériaux, les ressources, les composants pour éviter toujours d'utiliser des ressources renouvelables. Donc c'est ça le concept d'économie circulaire. Un autre enjeu, donc industrie circulaire et décarbonée, l'enjeu c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc vous avez ici un schéma qui indique en fait quelle est l'empreinte carbone d'un individu, d'un Français sur l'année. Donc là, vous voyez que l'empreinte carbone d'un Français, c'est à peu près 10 tonnes de CO2 par an. Et si on veut respecter les accords de Paris, donc la COP 21, il va falloir descendre à 2 tonnes de CO2 par an. Donc ça veut dire réduire d'un facteur 5 les émissions de CO2 d'un Français moyen sur l'année. Et juste à titre de comparaison, 2 tonnes de CO2, c'est lorsque vous faites un aller-retour Paris-New York en avion. Donc en gros, vous faites un voyage dans l'année, vous avez consommé votre quota de CO2 dans l'année. Si on reprend sur les histoires de 10 tonnes de CO2, en fait, on voit que sur les 10 tonnes de CO2 actuelles, vous avez à peu près 2 tonnes 6 qui sont liées à l'activité de transport ferroviaire, automobile, avion, etc. L'alimentation, qui représente aussi à peu près, on va dire, un quart de l'impact CO2 d'un Français. Donc, et vous voyez qu'effectivement, la consommation de viande a un impact important sur les émissions de CO2. Vous avez ensuite un 20% à peu près qui sont liés au logement. Une tonne 6 qui est liée aux autres consommations, donc on va dire plutôt des produits de loisirs, des produits électriques, électroniques et autres. Et enfin, on utilise tous plus ou moins des collectivités, des hôpitaux, des écoles, etc. etc. Donc il y a aussi une empreinte CO2 liée à la création de ces bâtiments ou de ces infrastructures publiques. Voilà comment se décomposent les 10 tonnes à peu près de CO2 qui sont, on va dire, émis par chaque Français chaque année. Alors vous imaginez bien que selon le niveau de vie des Français, vous allez avoir certains qui vont avoir une empreinte beaucoup plus élevée, d'autres qui auront des empreintes beaucoup plus faibles en fonction justement des différents modes de transport, d'alimentation et autres. Alors c'est un schéma un peu compliqué, mais qui vous dit quoi? En gros, c'est que d'un point de vue réglementaire, il va y avoir énormément d'exigences qui vont arriver dans les années à venir pour les industriels concernant des enjeux de décarbonation et des enjeux d'économie circulaire. Ce que vous devez retenir sur ce schéma, c'est quoi? Il y a un engagement en 2050 de neutralité carbone au niveau mondial et au niveau européen. Cet engagement de neutralité carbone va se traduire pour les industriels, pour certaines filières, par des objectifs, on va dire, progressifs de réduction de l'empreinte carbone
des émissions. Donc ça peut être au niveau automobile, au niveau aéronautique, au niveau industriel. Donc si je prends par exemple l'exemple aéronautique, donc on a une obligation ou en tout cas un engagement d'être neutre en carbone en 2050. Vous avez d'ores et déjà la loi climat résilience au niveau français qui va interdire on va dire les voyages aériens entre deux destinations en France lorsque vous avez une solution de train qui existe en moins de 2h30. Donc là, vous allez avoir quelques lignes aériennes internes qui vont être supprimées par cette réglementation-là. Vous allez avoir aussi l'ambition de mettre sur le marché, à partir de 2035, un avion décarboné. Un avion décarboné, ça peut être un avion électrique, ça peut être un avion à hydrogène ou autre solution qui devra être développée à partir de 2035. Je reprends l'exemple de l'automobile. Vous avez les mêmes engagements. 2050, neutralité carbone. 2050, neutralité carbone. 2035, interdiction de mise sur le marché des véhicules thermiques. Alors, si vous avez peut-être entendu l'actualité cette semaine, tout à fait, il y a eu une grande surprise cette semaine, c'est que l'Allemagne a annoncé qu'il ne souhaitait plus respecter forcément cette limite, cette échéance de 2035 de mise sur le marché, d'interdiction de mise sur le marché de véhicules thermiques. Et en fait, ils essayent de gagner encore 5 années là-dessus, donc d'essayer de repousser à 2040 l'interdiction de mettre sur le marché des véhicules thermiques. Ils veulent aussi promouvoir, comme pour l'aéronautique, la notion de carburant alternatif, carburant durable, des carburants qui ne seraient pas fabriqués à partir de pétrole, mais à partir d'autres sources d'énergie, notamment synthèse d'hydrogène plus CO2, qui permettrait de créer des carburants, ce qu'on appelle des e-fuels. D'accord ? Voilà, donc il y a des réflexions qui commencent à apparaître en disant on n'arrivera pas à basculer tout en thermique et encore moins en hydrogène en 2035. Donc il faut peut-être trouver des solutions pour maintenir les moteurs thermiques, mais avec des carburants, entre guillemets, neutres en carbone. Donc d'un point de vue décarbonation, ça va être les grosses échéances. Et vous voyez que déjà, à partir de maintenant et jusqu'en 2050, il va y avoir des obligations, des impositions qui vont arriver en termes d'empreinte carbone. Vous avez peut-être déjà, dans votre cas, des industriels ou des clients qui vous demandent de fournir l'empreinte carbone du composant, du produit que vous leur fournissez. Ça va dans ce sens-là. Le deuxième gros sujet qui va arriver en termes d'exigences réglementaires dans les années à venir, c'est la réglementation européenne au niveau des notions de produits durables, de mettre sur le marché des produits plus durables. Derrière la notion de durabilité, il y a les notions de fiabilité, de réparabilité, de recyclabilité, de teneur en recyclé, de teneur en composants réutilisés. Si vous connaissez peut-être la réglementation énergie, les éco-conception des produits liés à l'énergie, c'est ce qui est à l'origine des étiquettes ABCDEFG que l'on connaît tous sur les télés, sur les appareils ménagers, machines à laver, etc. Donc en fait, cette réglementation-là est en cours d'étude pour être élargie, en fait, pas uniquement à la problématique d'énergie, mais également à la problématique d'utilisation des ressources naturelles, des matières premières. Donc c'est ce qu'on appelle la réglementation, on va dire, produits durables. Et donc cette réglementation-là va être publiée soit en fin de cette année, soit l'année prochaine, et va progressivement concerner tous les produits mis sur le marché européen. Donc ça veut dire que les industriels qui mettent sur le marché demain, au niveau de l'Europe, des produits, devront caractériser la notion de durabilité de ces produits. Donc voilà les deux gros sujets, on va dire, qui vont arriver et qui vont driver les 10, 20, 30 prochaines années en termes d'évolution réglementaire, d'exigences réglementaires, des exigences que vous avez peut-être qui se déclinent déjà peut-être au niveau contractuel. Vous avez aussi des industriels, des clients qui sont soumis à ce qu'on appelle les bilans gaz à effet de serre. Et depuis le 1er janvier de cette année, ils doivent intégrer dans leur bilan gaz à effet de serre la notion de scope 3, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est-à-dire intégrer leurs fournisseurs. Donc intégrer dans l'évaluation de leur empreinte carbone, l'empreinte carbone de leurs fournisseurs principaux. Et donc par ce biais-là, par effet domino, en fait, ils vont demander à leurs fournisseurs de leur donner l'empreinte carbone des produits, des composants, voire des prestations qu'ils fournissent à ces donneurs d'ordre. Et quand je parle de donneurs d'ordre, c'est les entreprises de plus de 500 personnes. Donc si effectivement vous travaillez avec des entreprises, avec des clients
dont l'effectif est de plus de 500 personnes. Ils sont soumis à ce bilan de gaz à effet de serre, nouvelle version depuis le 1er janvier de cette année. Et donc, par effet domino, ils risquent de vous demander l'empreinte carbone de vos produits, de vos composants, de vos prestations. Après je n'aborderai pas les autres sujets. En plus de ces enjeux réglementaires, vous avez bien sûr les enjeux économiques. Donc, tout le monde a été touché, hein, je ne vais pas m'épiloguer là-dessus, sur l'augmentation de la facture énergétique, l'augmentation de la facture au niveau des composants, au niveau des matières premières, et au-delà du coût d'obtention de ces ressources-là, c'est les problématiques d'avoir accès à ces matières premières-là, à ces composants-là. Donc, même si vous êtes prêt à payer plus cher, parfois on va vous dire, ben oui, mais même si vous êtes prêt à payer, j'en ai plus. Donc, il va falloir attendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an avant d'être livré. Donc c'est aussi un enjeu pour les industriels, au-delà des enjeux réglementaires, c'est d'avoir accès à ces ressources-là. Et enfin, je rajouterai un autre enjeu qui est l'enjeu, on va dire, sociétal des entreprises. C'est aussi des préoccupations de plus en plus importantes avec la notion de responsabilité sociétale des entreprises. Vous avez peut-être aussi des clients qui vous demandent quelle est votre démarche RSE. Vous avez peut-être aussi des collaborateurs qui vous demandent quel est le sens de l'entreprise, qui sont dans une quête de sens, quelle est la raison d'être de l'entreprise au-delà de l'aspect économique. Et vous avez aussi des problématiques peut-être d'attractivité de vos métiers, et donc des candidats qui vont vous poser des questions sur c'est quoi la démarche sociale, environnementale de l'entreprise, et qui intègrent de plus en plus ce critère-là dans leurs critères de choix pour entrer dans une entreprise. Voilà, donc tous ces enjeux-là feront qu'on estime au niveau du CETIM que vous allez être amené à vous préoccuper de ces notions d'économie circulaire et de décarbonation. Si on parle du volet économie circulaire, industrie circulaire, donc là vous avez une autre représentation de ce que c'est que l'industrie circulaire ou l'économie circulaire dans l'industrie, qui a été proposée par la Fédération des industries mécaniques. Et donc derrière ça, c'est quoi? C'est avoir une démarche de conception ou d'éco-conception, donc de conception qui intègre la réduction de l'impact environnemental, donc sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Des notions d'écologie territoriale, c'est-à-dire que comment je vais collaborer avec mon écosystème pour mutualiser des moyens, des équipements, des ressources, des énergies perdues pour l'un qui peut être une ressource pour moi, des déchets pour l'un qui peut être une ressource en matière première pour d'autres. Et ensuite, tout l'aspect, on va dire, allongement de la durée de vie des produits, donc comment je peux réemployer, comment je peux réparer, comment je peux réutiliser certains composants. On va parler aussi de notions de marché de l'occasion, de produits reconditionnés pour être mis sur le marché. Et enfin, quand j'ai terminé, on va dire, d'allonger au maximum la durée de vie du produit, comment je fais pour valoriser le produit, le déchet, ou en tout cas les matières, les matériaux, les composants qui sont dans mon produit en fin de vie. Là, vous avez un exemple d'un accompagnement dans une démarche d'éco-conception de la société Mills qui fabrique des pompes à vide. Donc, dans le cadre de la démarche d'éco-conception, vous voyez l'ancien produit, le nouveau. Donc, vous voyez qu'en termes d'encombrement, on a largement réduit l'encombrement au niveau de la pompe. On a simplifié aussi les étapes de fabrication et de montage. On a également amélioré le rendement de la pompe de 10% et réduit en même temps le volume d'huile contenu dans la pompe. Ce sont des pompes qui sont aussi dans le milieu hospitalier. Donc, on a aussi travaillé sur la réduction du niveau de bruit au niveau de la pompe. Je vais vous passer une petite vidéo. Notamment la consommation électrique, donc finalement le rendement de la pompe qui a été amélioré de plus de 10%. Nous avons également fortement diminué le poids du produit, qui a perdu plus de 18%, et le nombre de pièces a été fortement diminué sur notre nouveau produit. Nous avons réussi, pour exemple, à passer de 7 opérations d'usinage à 2 opérations d'usinage sur la fabrication des pièces corps et plateaux qui ont été fusionnées en une même fonderie. Voilà, donc, et au-delà des aspects techniques et des démarches d'éco-conception, vous avez un témoignage donc, du dirigeant qui dit que grâce à cette démarche d'éco-conception, ça a permis d'aller gagner certaines parts de marché, certains marchés, grâce à la démarche d'éco-conception qui a permis de réduire finalement le prix de revient, le coût de revient de fabrication de cette pompe. Un autre document sur lequel on a travaillé au niveau du CETIM avec d'autres centres techniques, donc le CTIPC, l'IFTH, c'est un guide d'aide au choix de plastique ou de fibres d'un point de vue environnemental. Donc là, vous avez un schéma qui va vous dire, voilà, par rapport à différents types de plastique,
polymère, quels sont les impacts environnementaux. Donc si on prend par exemple l'impact carbone, quels sont les impacts environnementaux des différents polymères. Et également sur l'autre schéma, quels sont les impacts environnementaux des différentes fibres, fibres, oui, naturelles ou pas. Et donc ça peut permettre en fait à un bureau d'études, lorsqu'il va choisir des différents matériaux, de se positionner par rapport à l'impact environnemental, au-delà bien sûr de la caractéristique technique, du coût économique, d'avoir aussi un indicateur environnemental dans l'aide au choix des matériaux. C'est un guide qui est téléchargeable sur Internet. Une autre démarche que l'on a menée au niveau du CETIM, ça a été un travail de valorisation des bouts d'usinage. Les bouts d'usinage, c'est à peu près 50 000 tonnes par an qui sont produits au niveau français. Et donc on a travaillé pour mettre en place une solution technologique, développer l'équipement de production, faire évoluer la réglementation, la normalisation, pour faire en sorte que ce produit, donc les bouts d'usinage qui étaient avant considérés comme un déchet, puissent être considérés comme une matière première secondaire et puissent être valorisés commercialement auprès des aciéries ou des fonderies. Bon. Donc là, vous voyez, il y a une étape de broyage des copeaux. En fait, ensuite, vous avez une étape de compactage des copeaux pour en faire des briquettes, que vous voyez sur le dessin. Et lors de la phase de compactage, on va aussi récupérer les huiles solubles, les fluides de coupe, pour pouvoir les réutiliser, les réinjecter dans les machines d'usinage. Donc on va récupérer d'un côté les fluides et de l'autre côté, on va créer des briquettes de copeaux qui vont être vendues aux aciéries et aux fonderies. On travaille aussi au niveau du CETIM sur le développement de nouveaux procédés de recyclage. Donc là, c'est un exemple de procédé de recyclage de polymères, thermoplastiques ou composites thermoplastiques. Donc deux solutions, Thermoprime et Thermosaïque. Je vais lancer la vidéo. Donc le premier procédé Thermoprime qui consiste en fait à déchiqueter les polymères thermoplastiques, d'intégrer, on va dire, une matrice et de mettre en sandwich de chaque côté donc la partie polymère déchiquetée pour recréer en fait un nouveau composite dont les caractéristiques techniques sont bien meilleures bien sûr que l'ancien produit. Le deuxième procédé qui s'appelle Thermoprime, il va consister lui à déchiqueter directement des composites thermoplastiques et ensuite recréer des plaques dont les caractéristiques techniques sont un petit peu inférieures aux caractéristiques précédentes mais qui peuvent permettre aussi d'être réutilisées en tant que composite. Donc comment valoriser des déchets, non pas seulement en incinération ou en enfouissement technique, mais pour recréer d'autres produits. Au niveau de l'économie de la fonctionnalité ou l'économie de l'usage, donc le principe, c'est celui que vous connaissez déjà quand vous utilisez Airbnb ou des systèmes de location de flotte partagée ou autre, c'est-à-dire que vous ne payez que l'utilisation de l'équipement. Donc c'est des réflexions que l'on a mis en place avec la société N2C, qui est d'ailleurs dans le stand 6M92 sur le salon, et donc de travailler sur plusieurs aspects, à la fois de rétrofiter des anciennes machines-outils. Donc là, vous avez un exemple d'une machine-outil qui avait plus de 30 ans, qui a été rétrofitée. Donc c'est quand même 11 tonnes de matière première qui est réutilisée, au lieu de partir en décharge ou on va dire en refabriquer des lingots pour refaire de l'acier. C'est 11 tonnes qui sont récupérées. C'est des actions de rétrofit qui ont permis de réduire la consommation d'énergie de l'ordre de 60% par rapport à l'ancienne machine. On a aussi profité pour moderniser en fait, la presse et rajouter des capteurs pour en faire une machine connectée, où on peut permettre de suivre à distance l'état de santé de la presse. On peut aussi avoir des alertes pour dire voilà, il y a un dysfonctionnement au niveau de la machine, pouvoir faire du télédiagnostic, donc du diagnostic à distance, voire du dépannage à distance. Et enfin, on a aussi mis en place, donc, je vous disais, c'est un modèle d'économie de la fonctionnalité, donc avec ces capteurs-là, de pouvoir identifier, mesurer l'utilisation, le taux d'utilisation de la machine et mettre en place un système de paiement ou de facturation en fonction de cet indicateur d'utilisation. Et non pas donc faire une vente d'un produit, mais plutôt la vente de l'usage et la facturation à l'usage du produit. En termes de
mesure sur cette machine qui est connectée à distance à notre site internet. On peut à la fois visualiser l'activité de la machine, mais aussi voir s'il y a une dérive sur un des composants importants de la machine pour prédire une intervention de maintenance avant d'avoir une vraie panne et une immobilisation imprévue. Avec les dernières mesures effectuées récemment, on peut affirmer qu'on fait un gain énergétique annuel électrique de l'ordre de 66%. Grâce à cette innovation, on va pouvoir aussi développer et proposer un nouveau service, c'est le paiement à l'usage. Donc là, je vous ai montré un certain nombre d'exemples d'entreprises qui ont mis en œuvre une démarche d'économie circulaire sur différents aspects, éco-conception, recyclage, économie de la fonctionnalité. Donc là, on va parler maintenant de la partie décarbonation et comment mettre en place des actions de décarbonation au niveau de l'industrie avec des exemples. Donc juste un petit rappel, au niveau français, nous sommes à peu près à l'heure actuelle, à peu près 400 millions de tonnes de CO2 émis chaque année. L'industrie représente à peu près 20% de ces émissions-là. Donc on est à peu près à 80 millions de tonnes de CO2 émis chaque année par le secteur industriel. L'objectif 2030, vous voyez, il est de passer au niveau national, donc tout secteur confondu, à 270 millions de tonnes. Si je fais maintenant un zoom sur la partie industrie, donc je vous disais, on est à peu près à 80 millions de tonnes en 2022. Donc vous voyez l'effet, on va dire, Covid en 2020, qui a fait qu'on a eu une baisse des émissions de CO2 et une reprise ensuite de ces émissions sur 2021-2022. L'objectif au niveau français, c'est de passer de 80 millions de tonnes de CO2 émis à peu près une cinquantaine de millions de tonnes en 2030 et un objectif d'arriver à 18 millions de tonnes en 2050. Vous voyez donc une réduction de 81% des émissions de CO2 en 2050 par rapport aux émissions de 2015, sachant qu'il y a déjà eu un premier travail de réduction de 44% des émissions de CO2 entre 2015 et 1990. Actuellement, cette stratégie nationale bas carbone est en train d'être rediscutée pour peut-être encore plus sévériser, accélérer, je dirais, le rythme de décarbonation de l'industrie. Un exemple d'accompagnement sur l'efficacité énergétique d'une entreprise, donc la société Hermo. Nous, Poste Énergivore, on a le chauffage. Et on avait notamment un atelier qui avait une dalle chauffante qui était très énergivore. Et lors de notre formation référent énergie, on a entendu parler des certificats économie d'énergie. Et grâce à ce système, on a pu financer un récupérateur de chaleur sur groupe froid qui nous permet aujourd'hui de chauffer l'atelier sans avoir à allumer cette dalle. On a également pu le faire sur nos compresseurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 2 ateliers pour lesquels on n'a plus besoin de chauffer. Et bien, la somme de toutes ces actions nous a permis de diminuer notre consommation de 15% en 2 ans. Donc sur cette entreprise, donc, comme vous l'avez entendu, on a eu une action à la fois de travail sur la récupération de chaleur fatale pour chauffer les bâtiments, pour chauffer les locaux, avec une réduction de 15% d'énergie. L'industriel vous parle d'une formation, donc je ne sais pas si vous connaissez, il existe une formation qui est proposée par l'ADEME qui s'appelle ProRéféi, donc professionnaliser des référents énergie dans l'industrie. C'est une formation qui est proposée et qui est financée à 80% par l'ADEME et qui vous permet en fait de former quelqu'un dans votre entreprise qui va être, je dirais, qui va avoir les compétences pour pouvoir travailler sur l'efficacité énergétique, réduire la facture énergétique dans votre entreprise. On a aussi publié un guide spécifique sur la maîtrise de l'énergie dans l'industrie mécanique où on aborde vraiment tous les sujets de l'énergie, on va dire depuis l'éclairage, l'air comprimé, le chauffage, mais également sur vos procédés de fabrication, d'usinage, de peinture, de traitement de surface, etc., où on vous propose des recommandations pour réduire votre consommation d'énergie. Une autre action qui a été faite, là cette fois-ci justement sur la partie plutôt process, c'est donc la société RH et travailler sur l'opération de brasage. Sur le projet brasage, nous avons travaillé avec le CETIM en régie. La régie, c'est quoi? C'est avoir un expert à disposition qui permet de résoudre nos problèmes soit sur place ou à distance. C'est un peu comme si on avait un expert à disposition au sein de l'entreprise. Il est facilement joignable pour avoir des réponses très rapidement. Alors les différents projets que nous avons en cours, c'est de continuer de braser avec de l'argent. Le but de braser avec de l'argent est de moins chauffer les pièces, ce qui permet de moins polluer les raccords par les résidus de brasage et diminuer encore nos temps de chauffe.
qui permet donc de diminuer notre impact carbone. À terme, notre objectif est de gagner 50% de consommation de gaz. Voilà. Donc voilà, des exemples d'accompagnement que l'on peut réaliser à la fois en termes d'économie circulaire, en termes de décarbonation. Et puis je vais terminer avec en fait un projet stratégique qui a été lancé l'année dernière au niveau du CETIM sur la thématique de l'économie circulaire et la décarbonation. Donc on va dire c'est un projet qui va se dérouler sur 2022-2026 et qui va permettre en fait d'accompagner les entreprises sur toutes ces thématiques-là en termes de développement de méthodologies, de données, d'outils numériques qui vont vous permettre, par exemple, j'en parlais au début, de réaliser une empreinte carbone de manière simple pour les fournir à vos clients, par exemple, ou pour répondre à des obligations réglementaires. Des travaux sur justement développer de nouvelles solutions innovantes pour améliorer l'efficacité énergétique, pour réduire la consommation de matières premières, pour réduire la consommation d'eau. Vous voyez, c'est un sujet qu'on avait déjà identifié dès l'année dernière. On l'a entendu déjà l'été dernier, on commence à en parler déjà maintenant sur ces problématiques de sécheresse et ces problématiques de ressources en eau. Donc comme je vous ai dit, on n'est plus sur une problématique réglementaire, on n'est plus sur une problématique économique, on va être sur une problématique de demain, je n'aurai plus d'eau, comment je vais faire pour faire tourner mon usine? Ou je ne pourrai plus rejeter d'effluents dans le cours d'eau parce qu'il n'y aura plus d'eau. Donc je ne pourrai plus diluer entre guillemets le peu de pollution que j'en peux envoyer dans le cours d'eau. Donc comment je vais pouvoir fonctionner? Donc on a bien identifié donc, ces trois principales familles de ressources, énergétiques, matières premières et eau, en disant ça va être des enjeux demain pour les entreprises de la mécanique. Quels sont les travaux que l'on doit mener pour développer de nouvelles solutions, pour réduire l'utilisation de ces différentes ressources? Sur le troisième lot de travail qui est prévu donc, dans ce projet stratégique, on va travailler pour aider les entreprises à mettre sur le marché des produits et des services plus durables avec la notion de réglementation qui était sortie et pour répondre à des attentes de vos clients. Et également pour réduire l'utilisation de ressources, matières premières et autres, et donc découpler en fait l'augmentation ou la croissance économique avec la croissance en termes d'utilisation de ressources. Sur le dernier lot, on va accompagner, enfin sur le lot 4, on va accompagner les entreprises à se positionner justement aussi sur le marché de l'économie circulaire et de la décarbonation, pour dire que c'est aussi des opportunités de croissance, de diversification, de création de valeur pour les industries mécaniques, dans le sens où elles vont pouvoir apporter des solutions, des équipements pour pouvoir aller améliorer, optimiser par exemple la valorisation des déchets, la réutilisation, le remploi. Je vois par exemple juste derrière la société Keos, je vous fais une publicité en même temps, qui propose une plateforme pour pouvoir réutiliser les pièces détachées, c'est ça? Donc voilà, donc de mutualiser les pièces détachées, donc on est bien sur la notion de allonger la durée de vie des produits et réduire l'impact sur l'économie circulaire. Et puis les notions de travailler sur la filière carbone. On aura beau baisser nos émissions de carbone, il y aura toujours des émissions résiduelles de CO2. Et donc, pour régler ces problèmes d'émissions résiduelles de CO2, on commence à parler de séquestration de carbone, de capture de carbone. Donc, il y a des solutions naturelles, on parle souvent, c'est la reforestation, mais il peut y avoir aussi des solutions technologiques de pompage et de stockage du CO2. Donc, et là, la mécanique peut être offreur de solutions technologiques pour cela. Vous avez déjà un petit peu plus loin une société qui s'appelle Néolith, par exemple, et qui développe un nouveau procédé pour traiter les déchets ultimes, donc les déchets qui ne sont plus valorisables et qui sont actuellement envoyés en incinération ou en enfouissement technique. Et vous avez enfin le CETIM qui est un peu plus loin là-bas, le stand E1L47, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on échange davantage sur ce sujet-là. Merci à vous.